14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Je vous invite tous les jours à mieux vous connaître, sans doute pour être plus en phase avec vos désirs et pour éviter de faire des mauvais choix. Eh bien, notre invité, le docteur Nasio, pratique depuis tellement d'années la psychanalyse. Il écoute encore et encore. Et durant ces 2 heures, il va vous aider à mieux comprendre tout ce qui caractérise l'être humain. Le docteur Nasio va nous expliquer par exemple pourquoi c'est si difficile de parler avec un adolescent. Pourquoi lorsqu'on est enfant, on veut absolument sauver notre parent alors qu'on n'a vraiment pas ce pouvoir et que donc cela laisse des blessures qu'il vaut mieux réparer. Il va peut-être aussi nous expliquer pourquoi dans la vie il faut apprendre à faire des deuils et comment faire pour que ces deuils soient en finale quelque chose de positif. On pourra peut-être aussi évoquer la dépression, la névrose et toutes les autres maladies psychiques, mais surtout le docteur Nasio va vous aider à vous aimer mieux, parce qu'au fond, quoi de mieux que l'amour. Vous avez peut-être envie de mieux vous comprendre, de décoder peut-être un lapsus. Eh bien, c'est le moment ou jamais de nous rejoindre en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour docteur Nasio. Bonjour Brigitte, contente d'être là. Eh bien moi aussi je suis contente de vous recevoir à nouveau sur Sud Radio parce que vous nous avez fait des infidélités à un moment donné sur une autre radio et donc là vous êtes revenu avec ce livre qui est, je le précise, il est sorti en poche, donc il est vraiment très abordable, c'est 8,20 € pour lire ces 10 histoires humaines, des vraies histoires de personnes que vous avez eues en consultation et vraiment ça se lit ça se lit comme des petites histoires de vie, si je puis dire, et en même temps vous nous donnez comme toujours beaucoup d'informations sur ce que c'est que l'être humain et je crois qu'il y a une chose que j'ai envie de commencer par ça parce que je crois que ça va beaucoup intéresser les parents qui nous écoutent, qui ont souvent des difficultés à communiquer avec leurs ados. Ils comprennent pas pourquoi. Vous expliquez dans ce livre pourquoi. Tout à fait. D'abord, je voudrais rappeler que ce livre s'appelle... Pardon, oui. Clara, le bébé qui revient à la vie. Excusez-moi. Voilà, je n'ai pas bien fait mon travail. Vous avez raison. Non, c'est aux éditions Payot. Vous êtes entré directement parce que ça vous a passionné et je suis très touché de votre intérêt pour le livre. Effectivement, ces 10 histoires, c'est magnifique parce que je vis des choses dans mon cabinet extraordinaires. Et même aujourd'hui, ça fait 60 ans que je pratique ce travail et je suis heureux comme tout parce que c'est une fenêtre à la vie. Et donc, un jour, je me suis dit, mais il y a tellement d'histoires. Je reçois des rabbins, je reçois des prêtres, je reçois des colonels, des officiers, des policiers, etc. C'est extraordinaire mon travail. Et donc un jour je me suis dit, il faut que j'écrive, il faut que je raconte ce que je vis. Et donc ce livre, c'est 10 histoires parmi beaucoup d'autres que j'ai vécues. Bien sûr. Et donc, effectivement, une des histoires, c'est sur l'adolescence. Alors, quand je me mets à écrire sur l'adolescent, et les adolescents sont des personnages pas faciles de les écouter. C'est difficile, l'adolescent, à écouter. Et donc, je raconte comment je procède avec l'adolescent pour qu'il aille mieux. Les parents attendent ça. Et donc, du coup, je parle de moi. Oui, je parle de moi, de mon adolescence à moi et de ce que j'ai vécu comme adolescent. Donc c'est une mélange, ces histoires sont de mes passions mais aussi de moi. Et je me permets de dire du lecteur, si vous lisez ce livre, c'est aussi vous, puisque en le lisant, vous dites tiens, ça me concerne. Donc voilà le ton de ces histoires. Et par rapport à l'adolescent, effectivement, à la fin, je me suis dit, il faut que je raconte au lecteur les 10 conseils, les 8 conseils, les 8 recommandations que je donne aux parents quand ils viennent me voir. Donc j'ai résumé les 8 conseils que je donne aux parents pour mieux gérer, pour mieux être en relation avec leur enfant ou leur fille qui sont adolescentes et qui ne sont pas toujours faciles à gérer.
Absolument, et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est une période où on quitte l'enfance, on n'est pas encore adulte, et donc c'est compliqué de savoir qui on est. Quand on ne sait pas qui on est, comment on peut parler, Tout à fait. C'est très bien compliqué. Sûr. Bien sûr, c'est l'adolescence, c'est un des grands moments des changements dans notre vie. Si vous me demandez, docteur Nasio, quels sont les moments où vous avez changé dans votre personnalité? J'aurais dit dans l'enfance, à un moment où l'enfance se termine, c'est-à-dire nous quittons le domicile, la maison des parents et on commence à aller à l'école. Ça, c'est une crise importante, une crise de croissance. Et puis, il y a une autre crise de croissance, c'est lorsque le corps change. Et c'est la puberté, c'est là qui commence l'adolescence. C'est-à-dire qu'on commence à voir des signes de l'homme ou de la femme qu'on deviendra. Et ça, c'est un moment très difficile, mine de rien, parce que les jeunes, apparemment, ils mènent leur adolescence comme si ce ne rien n'était, mais c'est très difficile. On change tout, on change la voix, on change la taille, on commence à avoir des sensations voluptueuses, on commence à avoir des poils. Nous, adultes, on se rend pas compte. On oublie, bien sûr, de ce que signifie. Alors, on va parler de tout ça, évidemment, en fonction des appels qu'on va recevoir. Je trouve que la manière dont vous expliquez aussi le deuil est intéressante, parce que c'est vrai qu'on est tous amenés dans sa vie à avoir perdre des êtres qu'on aime, des êtres chers qu'on aime, et il faut arriver à surmonter ça, et on le surmonte en gardant en soi cette personne, mais en arrivant quand même à accepter qu'elle ne soit plus là. C'est pas si simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Je dis que le deuil, c'est un temps. Le temps qu'il faut pour que j'apprenne à vivre avec l'absence de celui que j'ai aimé, que j'aime et qui est parti pour toujours. Et ça, c'est une première définition du deuil. Donc, c'est le temps qu'il faut pour vivre avec l'absence de celui que j'ai aimé et que je continue à aimer. Et puis, il y a une deuxième définition qui m'est apparue avec mon expérience personnelle et avec des expériences de mes patients. Et le deuil, c'est le temps qu'il faut pour que j'apprenne à aimer d'une autre manière celui qui est parti. Avant, je l'aimais étant vivant, le corps était là, on s'embrassait, on se caressait, j'entendais sa voix, son odeur, sa présence. Aujourd'hui, je continue à l'aimer, peut-être plus fort qu'avant, mais en absence. Il n'est pas là. C'est un amour sans corps, c'est extraordinaire. Et on ne se rend pas compte, c'est un amour, j'aime ma mère. Je ne l'aime pas comme quand j'étais enfant, mais je l'aime d'une autre manière. Donc le deuil, c'est le temps qu'il faut pour apprendre à aimer d'une autre manière celui qui est parti. C'est exactement ça, et donc il ne faut pas oublier, ou il ne faut pas croire qu'on doit oublier, bien au contraire. Ils sont ces gens qu'on a aimés, qui nous ont aidés, qui nous ont apporté, ils sont en nous, mais ils sont là, mais ils ne sont plus là. Non, ils ne sont plus là, et je recommande souvent à mes patients d'aller se recueillir au cimetière. C'est pas seulement là, nous sommes aujourd'hui le 6 novembre. D'ailleurs, le 6 novembre, c'est le jour où vient d'apparaître le petit livre. Absolument. Clara, le bébé qui revient à la vie. Hein. Je vais le dire, le titre, vous allez voir. Je vais le dire pendant je ne sais combien de fois durant ces 2 heures. Bon. Non, simplement, je voulais dire qu'il faut que je conseille d'aller se recueillir dans les cimetières au moins une fois à l'année. Ça fait du bien, parce que ça nous ramène à nous-mêmes, ça nous consolide. C'est le retour sur soi-même. Et d'ailleurs, le thème aujourd'hui, c'est mieux se connaître. Eh bien, mieux se connaître, c'est rentrer en soi, apprendre à rentrer en soi. C'est pas facile de rentrer en soi. C'est très difficile. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, j'aime bien cette image de son monde intérieur. Qui quelque part parle à tout le monde, parce que être bien avec soi-même, c'est être bien avec son monde intérieur, et c'est tout le travail d'une vie. Hein. Et alors là, Brigitte, c'est être bien avec l'autre.
Ah bah une fois qu'on est bien avec soi-même, oui. Parce que quand vous dites une personne, elle est très sympathique, je me suis bien entendu avec elle, vous pouvez être sûr que cette personne, elle est bien avec elle-même. Ça veut dire, pour être bien avec l'autre, il faut être bien avec soi-même. Eh oui, c'est ce qu'on va voir tout au long de ces 2 heures avec le docteur Nasio, et c'est Meryl qui nous rejoint dans un instant. Vous voulez laisser un message, proposer un sujet qui vous tient à cœur, ajouter un commentaire ou poser une question? Le répondeur de l'émission est là pour vous. Appelez-nous au 0826 300 300. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, avec le docteur Nasio, nous allons vous aider à mieux vous connaître et à ouvrir les yeux sur vous-même, docteur Nasio. Et je vous propose qu'on écoute déjà Meryl qui nous a rejoint. Bonjour Meryl. Bonjour Brigitte, bonjour Juan-David. Bonjour. Qu'est-ce qui vous fait rire, David? Est-ce qu'on vous appelle David? Il m'appelle Jean-David. C'est sympathique, c'est bien. Ben oui, c'est bonjour, merci de me recevoir. Mais je vous en prie, Meryl. Allez-y, racontez-nous. Alors, vous avez eu un acte manqué, c'est ça? Oui. Mais du coup, j'ai écouté l'intro qui est du coup très générale et très intéressante. Moi, j'étais complètement... ça a trouvé un écho en moi, évidemment. Se connaître mieux, c'est toute une vie. Vous avez dit tout à l'heure, Brigitte, il faut toute une vie pour se connaître, même parfois très tardivement. On continue à découvrir des parties de soi, en cultivant son monde intérieur. C'est tout un programme qui est très excitant, mais qui fait aussi parfois très peur. Et en fonction des étapes de vie qu'on franchit, j'imagine que plus on avance et plus on est ancré en soi et plus le chemin peut-être se fait mieux. Enfin, en tout cas, j'espère. Alors, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, Meryl. Ça peut faire peur de justement de mieux se connaître. Pourquoi, docteur Nasio? Parce que d'abord, c'est rentrer en soi. On ne sait pas ce qu'on va trouver non plus. Et on a peur de se découvrir quelque chose qu'on n'avait pas pensé. Et donc ça fait peur. Il faut savoir que quand on dit monde intérieur, c'est vrai que c'est un monde intérieur. C'est magnifique ce monde intérieur. C'est une exploration, c'est comme les films, ces films-là où c'est des êtres sous-marins. C'est extraordinaire. Je le sens comme ça, moi, mon monde intérieur. Et je dois dire que mon monde intérieur, je le découvre tout le temps quand je découvre les mondes intérieurs des autres. Parce que quand je suis ça fait résonance, bien sûr. Voilà, quand je suis avec mes patients, je suis en permanence dans mon monde intérieur. Alors, allez-y, Meryl, justement, racontez-nous. Oui, ce monde intérieur, en fait, il fait peur. D'abord, pour pas mal de raisons. Pas forcément en lien avec l'histoire qui a été plus ou moins facile ou en fonction des épreuves. Mais il y a des moments de vie où le monde intérieur qu'on a est plus puissant qu'à d'autres moments. Même quand on sent qu'il est très puissant, qu'il veut libérer des envies, des projets, des choses qui nous animent, cette puissance-là, qui peut être source d'un plaisir potentiel énorme, ça peut effrayer par cette puissance. Et aussi, parfois, par les réajustements que ça peut demander, surtout quand parfois on s'éloigne de nos croyances qu'on croyait, que ce soit par rapport à nos perceptions personnelles de qui on est. Enfin, parfois on se transforme au cours de la vie, mais vous parliez de deuil tout à l'heure, au cours d'un deuil, il y a les petits deuils, il y a les grands deuils, on peut avoir plusieurs naissances dans une vie aussi, et c'est très excitant. Mais parfois il peut y avoir de l'inhibition. Parce que justement. Mais il y a surtout vous l'avez dit, Meryl, vous avez parlé des croyances. On met en place des croyances qui nous permettent de tenir debout. C'est ça. Et quand on découvre tout d'un coup qu'une croyance qu'on a, elle ne nous convient pas ou elle est fausse, il y a quand même quelque chose qui s'écroule. Et c'est pour ça que souvent on a besoin de quelqu'un pour faire ce travail sur soi, parce que quand on s'écroule, on peut tomber très bas et on peut même tomber dans la folie. C'est pas. Il y a des personnes qui se sont construites avec beaucoup de croyances, beaucoup de certitudes, et faire tomber ces certitudes-là, ça peut être dangereux, je crois. Osons le dire.
C'est ça, en fonction de l'importance qu'on a donnée à ces certitudes, il sera parfois d'autant plus difficile d'y renoncer. Alors que, effectivement, ce monde intérieur qui pousse, qui nous pousse parfois d'ailleurs même à faire des choses qu'on ne se rend même pas compte, notamment par l'inconscient, c'est quelque chose qui doit vous parler évidemment. Quand on sait que, je sais plus, 80-90% de nos actes en fait sont finalement inconscients. Ça, je trouve que c'est un truc incroyable. Et finalement, ça peut se retrouver tous à des moments de vie. Enfin, moi, la première, il m'est arrivé d'avoir des actes manqués ou de faire le contraire exact de ce que je voulais faire. Et parfois sans même en apercevoir, donc sans forcément être dans la psychopathologie. Quand la page est blanche, effectivement, quand les croyances s'effondrent ou sont pas recréées, cette page blanche, déjà, elle est très angoissante, comme la page blanche de l'écrivain, en somme, et on sent qu'on est les seuls à être acteurs de ça. Et ça, mais l'enjeu est très fort, parce qu'on sent au plus profond de nous que c'est la voie du bonheur, ou en tout cas pour accéder à une certaine expansion, petite ou grande, et on sent que parfois certaines décisions qui doivent être prises, ou certains actes, ou certaines rencontres aussi qui peuvent nous aider à ça, parce que c'est vrai que le monde intérieur de l'autre peut aussi, comme vous disiez très bien par vos patients, peut parfois nous donner des pistes, ou trouver un écho en nous, comme ce que vous dites, peut faire un écho en nous, et ah oui, moi aussi j'ai vécu ça, ah oui, ça c'est une bonne idée, ah oui, ça me fait envie. Et je pense que l'autre est finalement encore plus moteur que ce qu'on peut penser, parce que c'est vrai qu'on véhicule beaucoup, que ce soit en psychologie, ou la société véhicule beaucoup le bonheur intérieur, de qui on est, etc. C'est évidemment capital. Mais avec l'expérience, je m'aperçois que parfois, on est dans des situations où on est englué, ou même avec un thérapeute, on piétine un peu sur place, et parfois, certains peuvent nous montrer la voie en quelque sorte, même si chaque chemin est unique. Absolument. Attendez, je crois que le docteur Mazio a envie de réagir, oui. Meryl. Oui, simplement parce que c'est une occasion de définir un des aspects du monde intérieur qui est l'inconscient. C'est-à-dire que notre monde intérieur est composé des souvenirs, des moments durs, des moments joyeux, et il est composé aussi des forces pulsionnelles, des forces qui viennent de l'intérieur, des choses qui viennent du corps. Et puis, il est composé de l'inconscient. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, utilisent ce mot, l'inconscient, et je voudrais le définir pour nos auditeurs aujourd'hui. Oui. C'est que l'inconscient, c'est la force qui décide de nos choix de vie. Je pense que il y a 3 choix de vie fondamentaux dans notre vie. Le choix de la personne qui partage notre vie, c'est-à-dire celui qui est dans le même lit que nous. Attention, c'est pas une aventure, c'est pas celui qui décide. Non, l'inconscient décide de celui qui partage notre vie durant de longues années. Attention, des longues années. Deuxièmement, l'inconscient est la force qui décide du lieu dans lequel nous vivons. Par exemple, la maison, parfois. Cette maison, c'est votre inconscient qui vous pousse à l'eau, par exemple. Il y a quelque chose qui réclame de l'environnement liquide et de l'environnement de l'espace ouvert. C'est pas tout le monde. Moi, je n'ai pas besoin de l'espace ouvert, par exemple. Moi, je suis très citadin. J'ai besoin de l'ambiance. Troisièmement, l'inconscient est la force qui décide du choix de notre métier, de ce que nous exerçons. Et c'est pas par hasard que je suis médecin. Je suis sûr que médecin, c'est parce que j'avais envie depuis petit aller vers l'autre, m'occuper de lui. Donc, c'est ça l'inconscient. L'inconscient, c'est la force que nous ne connaissons pas, que nous ignorons, qui est en nous et qui nous fait faire l'engagement avec celui que nous aimons ou celle que nous aimons, le lieu dans lequel nous vivons et le métier que nous exerçons.
Eh bien, j'ai l'impression que tout le monde est en train de se poser la question de son inconscient et essaye d'être en paix avec lui. Docteur Nasio, on remercie Meryl, bien sûr, de son témoignage. On continue avec vous sur Sud Radio. N'hésitez pas également à nous rejoindre si vous avez envie de communiquer avec le docteur Nasio. Puis dans un instant, on va parler de la vie de couple dans notre Love Conseil. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, docteur Nasio, on va parler de la vie de couple. La vie de couple, c'est pas un long fleuve tranquille. Alors, c'est une grande enquête qui a été réalisée et qui démontre que de toute façon, quand on vit à deux sous le même toit, qu'on soit en couple ou que ce soit avec un ami ou que ce soit avec quelqu'un de sa famille, eh bien, c'est pas simple et c'est normal d'éprouver de l'agacement, voire même parfois d'avoir envie de se retrouver seul et de retrouver sa liberté. Voilà, donc je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est assez normal que la vie à deux en couple, eh bien, il y a des difficultés. Et je vous propose, c'est le propos de mon Love Conseil, je vous propose de faire la liste des plaintes les plus courantes lorsqu'on vit à deux. Alors, ne pas être libre de faire tout ce qu'on veut quand on veut, être obligé de faire des compromis, accepter les différences d'opinion, trouver un accord sur l'éducation des enfants, renoncer à voir certaines personnes, parfois quelqu'un de sa famille ou un ami, renoncer aussi à faire certaines choses, par exemple fumer ou pratiquer un sport trop régulièrement, négocier des achats différents, partager la salle de bain, les toilettes. Donc voilà une liste qui est déjà longue. Alors je crois que c'est juste un petit conseil que je peux vous donner quand vous êtes un peu en surchauffe, que vous en avez un petit peu marre d'être à deux et que vous aimeriez retrouver une solitude. Je vous rappelle que la solitude, c'est pas toujours drôle non plus. Et figurez-vous que les célibataires, ça c'est également l'enquête qui le révèle, ont moins de rapports sexuels que les personnes en couple. Donc attention, ne quittez pas la proie pour l'ombre, si je puis dire. Vous voulez réagir à ce Love Conseil, docteur Nasio? Oui, non, mais c'est parfait. Je trouve que la vie à deux, c'est de tous les groupements humains, c'est-à-dire à 3, à 10, à 15, seul, c'est le plus difficile. Les deux, c'est plus difficile. Premièrement. Deuxièmement, oui, c'est là, j'ai noté soigneusement toutes les plaintes de cette étude, mais j'ai pensé aussi à tous les bénéfices de la vie à deux. Eh oui, bien sûr, heureusement. Il y a les bénéfices de se soutenir, de que lorsque l'un est plus affaibli, l'autre vient à prendre soin de vous. La reconnaissance, l'autre vous reconnaît. Et quand vous arrivez, je dis dans l'idéal, c'est toujours quand vous arrivez fatigué du travail et vous dites j'en peux plus, c'est fini, aujourd'hui je renonce, j'arrête. Et la femme ou l'homme vous dit non, attends, tu es formidable dans ton travail, pourquoi tu vas renoncer? Tu es formidable, l'autre jour on t'a félicité. Je sais, c'est fatigant, je sais. Donc, c'est une parole d'accueil, c'est une parole de soutien et qui vous réconforte. Donc, vivre à deux, et puis à la sexualité, qui est très importante. Et comme je le dis, et je le redis souvent pour ceux qui me connaissent, je dis qu'il faut avoir une activité sexuelle régulière, si possible 2 ou 3 fois par semaine. 2 fois par semaine, ça c'est parfait. Minimum 1 fois par semaine, 1 fois par semaine. Alors il y a des gens qui me disent, mais docteur, attendez, il y a des couples qui se passent très bien, ils vivent des années ensemble dans l'harmonie la plus parfaite, sans activité sexuelle. C'est vrai, je le conçois puisque je le sais, mais c'est un couple fragile. Et on continue avec Karina qui nous a rejoint. Bonjour Karina. Oui, bonjour Christine, Brigitte, pardon, bonjour docteur. Vous voyez, moi je fais plein de lapsus et puis en plus j'oublie plein de choses. Et ce qui me perturbe, c'est que dans mon métier, je suis toujours à l'heure. D'ailleurs, on me félicite pour ma ponctualité parce que je suis commerciale.
Et par contre, dans ma vie personnelle, c'est une vraie catastrophe. Et ça m'est arrivé 3 fois d'oublier de partir en vacances à la bonne date, ce qui est quand même assez paradoxal. Voilà, donc je me demande pourquoi j'ai ce problème vis-à-vis des rendez-vous que j'oublie systématiquement. J'ai tout essayé, hein, les agendas, etc., mais ça n'y fait rien, je ne sais pas. Est-ce que vous aimez partir en vacances ? A priori, oui. Normalement, tout le monde dit que c'est des périodes heureuses. Je suis partie une fois avec 2 jours de retard et je sais pas, j'ai vraiment un problème avec les jours, les dates. Mais sur le plan personnel. Mais uniquement par rapport aux vacances, ou bien il y a d'autres moments. Enfin, on a compris que dans votre métier, vous étiez toujours à l'heure et vous n'oubliez rien. Donc c'est par rapport à votre vie, la vôtre, votre plaisir, si je puis dire, que vous pourriez vous accorder, que vous avez des actes manqués. Oui, j'ai l'impression. Je me dis, est-ce que je suis en train de me punir inconsciemment de quelque chose ? Je ne sais pas. C'est un peu bizarre et c'est vrai que ça m'interpelle relativement parce que c'est fréquent et je fais vraiment pas exprès. On se moque de moi, mais c'est comme ça. C'est comme ça. La seule remarque que je ferai, c'est de vous poser la question plutôt, est-ce qu'il y a une angoisse ? Parce qu'il semblerait que pour le travail, le cadre est bien posé et vous respectez le cadre. Vous vous soumettez parfaitement au cadre. Ça ne vous fait pas angoisser, ça ne vous gêne pas. Tandis que lorsque c'est, je dirais, affectif, lorsque vous êtes, vous, devant l'événement de partir, devant l'événement d'avoir à assumer des vacances nouvelles ou autres, là, il y a une angoisse. Il y a l'angoisse un peu de l'inconnu, l'angoisse de l'affectif aussi. Est-ce que Karina, est-ce que ce que je vous dis peut vous résonner ? Ça résonne en vous ? Est-ce que si je vous dis que chaque fois que j'ai quitté un homme, c'était après des vacances, ça vous parle ? Oui. Un petit peu, tout petit peu. À chaque fois, ça a été les 3 dernières fois où j'ai quitté un homme, c'était après des vacances, au retour des vacances. Voilà. Donc, et dans votre inconscient, on part pas en vacances, donc on se quitte pas. Peut-être que c'est ça finalement, oui. C'est ça, oui. Peut-être que c'est cette angoisse-là, parce que, en fait, comme vous le disiez très justement, le plus difficile, c'est d'être à 2. Donc, même s'il paraît que les couples vivent plus longtemps, enfin, on vit plus longtemps quand on est en couple, c'est vrai que si le couple va bien, hein, attention. Hein, oui, si le couple va bien, oui. Un couple qui va pas bien ne nous fait pas vivre plus longtemps. Hein. Ça, c'est certain. Mais c'est vrai que, oui, vu comme ça, c'est peut-être ça. C'est peut-être que je me dis, tant qu'il n'y a pas de vacances et tant qu'on n'a pas la promiscuité chaque jour, parce qu'évidemment, dès qu'on est en vacances, on est dans un lieu différent et souvent peut-être dans une chambre d'hôtel, donc on est confronté à l'autre en permanence. Et c'est peut-être ça qui me terrorise, parce qu'effectivement, à chaque fois, ça se passe mal, quoi. Vous vivez en couple, vous habitez avec quelqu'un ou vous vivez seul ? Non, j'ai vécu très très longtemps en couple, et puis après, là, on a décidé, enfin, moi, chacun à sa maison, et on se voit le week-end, ou on se voit de temps en temps en fonction de nos possibilités, de nos horaires respectifs. D'accord. Et c'est un choix de votre part ? Ah oui, complètement, que j'assume. Oui. Donc je crois qu'il y a quand même quelque chose à comprendre aussi dans votre difficulté à vivre avec quelqu'un. Et ça peut remonter même à votre enfance. Hein. Je ne sais pas, peut-être que quand vous étiez enfant, vous n'aviez pas suffisamment d'espace à vous, ou vous avez vu beaucoup de disputes de vos parents. Enfin, vous voyez, il y a peut-être quelque chose en amont qui est quand même peut-être à comprendre aussi. Je n'ai vu que ça, des disputes très violentes entre mes parents, et c'est vrai que ça a été très difficile. Et le problème, c'est qu'on se dit toujours, je ne referai pas ce qu'ont fait mes parents, je n'appliquerai pas le même schéma. Et puis, comme vous disiez, l'inconscient a une part énorme, et je me rends compte que je suis dans le conflit, même quand j'ai pas envie d'y être, même si quelque chose au fond de moi me dit, moi je veux le calme, la paix, la sérénité. Quelque part, peut-être que j'en arrive systématiquement. Oui, je crois que vous avez une réponse qui me paraît intéressante. Donc, il faut peut-être
avancer un tout petit peu dans tout ce que ça vous a, tout ce que vous avez subi et tout ce que vous avez ressenti d'angoissant quand vous étiez face à des parents qui se chamaillaient autant. Oui, d'ailleurs, Karina, finalement, ça se confirme que la question de la ponctualité, c'est-à-dire votre défaillance, votre oubli, vos difficultés, c'est surtout lorsqu'il s'agit de la relation amoureuse, de la relation à l'autre qu'on aime. C'est vrai, c'est ouais, vrai. C'est ça, et vient, comme le disait Brigitte, qu'en amont, il y a la tension qui régnait dans la maison des parents. C'est à votre maison d'enfance. Effectivement, ça influence énormément ce que nous avons vécu comme enfants. Ça influence énormément la manière que nous avons de vivre comme adultes au niveau de l'amour, au niveau de la haine, au niveau du rejet, au niveau des sentiments. Et ce qui me perturbe, c'est que j'ai quand même un certain âge maintenant. J'ai dépassé la soixantaine et j'ai quand même fait du travail sur moi. J'ai fait des thérapies, etc. Et puis finalement, il y a cette espèce d'instinct primaire qui fait que on reproduit systématiquement, même si on a compris. Oui, alors parfois c'est pas simplement la conscience ou la compréhension ou la lucidité de ce qu'il est à l'intérieur de notre monde intérieur, comme on disait tout à l'heure, mais parfois, ça sont c'est coriace, c'est dur, et ça reste en nous, ça fait partie de nos racines les plus installées dans notre être. Oui, et puis je crois que vous avez compris intellectuellement comment c'est difficile pour un enfant de voir ses parents se disputer, mais est-ce que vous avez réellement ressenti en tant qu'adulte, ce que vous ressentiez en tant qu'enfant, vous voyez, et ça, je pense que vous l'avez pas encore réellement assimilé. Et qu'est-ce qui se passe quand vous devez partir en vacances avec quelqu'un, vous fuyez. Et votre inconscient vous fait louper le départ, où il y a une sorte de fuite pour ne pas être à nouveau avec cette sensation qui était certainement terriblement difficile. Je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, en tant qu'enfant, on a besoin de deux choses, on a besoin d'amour et de sécurité. Quand on est face à des parents qui se disputent, on ne peut pas être en sécurité. Et je pense que c'est ça votre difficulté. Tout à fait. Oui, tout à fait. Vous êtes plus en sécurité. Vous êtes plus en sécurité quand vous êtes seul que quand vous êtes avec quelqu'un. C'est vrai. Ça, vous avez tout à fait raison. Oui, mais ça, c'est votre enfant intérieur qui dit ça. Vous êtes adulte aujourd'hui, donc vous devriez apprendre à vous respecter bien. Et dès que vous sentez la moindre peur d'insécurité, analysez-la et prévenez votre partenaire. Vous voyez, je pense que ce petit travail, si vous le faites tout doucement, vous allez avancer. Ouf, vous me touchez beaucoup. Je suis ravie de vous toucher et de ne pas vous rendre en une insécurité. Je vous remercie en tout cas. Je vous en prie, Karina. Merci à vous. Belle journée. Merci. On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant avec le docteur Nazio. Vous voulez laisser un message, proposer un sujet qui vous tient à cœur, ajouter un commentaire ou poser une question? Le répondeur de l'émission est là pour vous. Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Nazio à l'occasion de la sortie de ce livre qui est sorti en poche, Clara, le bébé qui revient à la vie. C'est aux éditions Payot et vous nous racontez donc des histoires qui sont donc de vos patients que vous avez accueillis et que vous avez aidés à aller mieux et surtout à se découvrir. Et on va avoir Carole maintenant qui répète sans cesse des histoires avec des hommes mariés, je crois. C'est ça, Carole? Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Juan David. Effectivement, j'ai une tendance en fait depuis que j'étais mariée. J'avais à l'époque je fréquentais des hommes mariés parce que j'étais mariée. Et ensuite j'ai divorcé. Je me rends compte en fait que là j'ai vécu une histoire avec un homme marié pendant 6 ans.
Et on vient de rompre et je me dis qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je fréquente que ce type d'homme. Et aussi là j'ai quitté cet homme et j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Pour l'instant je me laisse une pause, mais je me dis je vois que je suis tentée quand même d'aller vers les hommes mariés encore. Enfin je me dis il y a un risque, j'ai plus de risques parce que je me dis en attendant de trouver la personne avec qui je vais construire ma vie, je vais aller dans des clubs libertins, des endroits en fait sans attachement, et je me dis je suis en train de reproduire la même chose. Et donc vous avez toujours été avec toujours des relations avec des hommes qui étaient mariés? Ouais, toujours. Oui, c'est ça. Oui, toujours. Oui. Et en même temps, vous avez dit que la première fois que vous avez eu une aventure, donc vous étiez mariés. En fait, la première fois où j'ai eu une aventure quand j'étais mariée, c'était avec un homme marié. Oui, ça j'ai bien compris. Oui, c'était la première fois que vous aviez une relation avec un autre homme que votre mari. Oui, c'était le premier homme de ma vie en fait. Votre mari? Oui, c'est ça. D'accord. Donc vous n'avez jamais connu, avant votre mari, il n'était pas marié quand vous l'avez rencontré? Non, il n'était pas marié. D'accord. Et je me dis c'est quand même bizarre et peut-être parce que mon ex-mari, mais je l'ai trompé rapidement en plus. Je crois qu'au bout de 3 ans je l'ai trompé parce que j'étais pas heureuse, pas satisfaite, et j'ai l'impression en fait qu'avec les hommes mariés on va pas me voler ma liberté, et ma liberté c'est quelque chose d'indispensable pour moi, c'est vital pour moi. Et je me demande si c'est pas à cause de ça en fait. Mais bon, à un moment, faut se caser. Je plaisante. Pas forcément. Ce qui est toujours, encore une fois, on peut répéter les mêmes choses. Si ça nous fait pas souffrir, pourquoi aller chercher? Pourquoi on fait ça? Si ça vous convient bien. Mais a priori, c'est ce que j'allais dire. A priori, vous n'avez plus envie de ça. Non, j'ai plus envie, et même avec les autres histoires avec les hommes mariés, en fait, j'étais pas satisfaite. Au début, c'était sympa, mais après, je le voulais pour moi toute seule. Alors, vous avez dit que vous préfériez des hommes mariés parce que au moins, ça vous permettait de garder votre liberté. C'est quoi pour vous être libre? C'est quoi votre liberté? Pour moi, être libre, c'est ne pas être contrainte par quelqu'un d'autre, en particulier un homme. Mais je sais que ma mère, en fait, elle était très dépendante de mon père parce que financièrement, elle pouvait pas. Elle avait plein d'enfants et c'était compliqué pour elle de se libérer. Et je la voyais complètement dépendante. Et je me suis dit, jamais je serai comme elle. Et pour elle, la fidélité, c'est vital. Enfin, elle voit pas la vie autrement que être fidèle à son mari, même s'il était toxique. Et lui, il était infidèle, j'imagine. Je sais pas, mais j'ai entendu dire que peut-être, mon père avait pu avoir des relations hors mariage. Mais ça, je n'ai aucune preuve. Mais je paraît que c'était je vais pas dire un coureur de jupons, mais un peu, oui. Et alors, comme ça, une question toute bête. Si vous aviez, à l'époque, rencontré vos parents en tant qu'adulte, vous auriez préféré être la maîtresse de votre père ou sa femme? Sa maîtresse. Eh ben voilà, vous avez peut-être une réponse, là. Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Nazio? Mais d'abord, je me pose la question si vous, Carole, vous avez des enfants. Non. Oui. Ah oui. Oui, j'en ai 2. 2 enfants. 2 enfants de votre mari, de votre ancien mari. Tout à fait, oui. Et comme je le dis souvent, l'infidélité avec l'homme marié qui vous a beaucoup séduit, c'était après la naissance des enfants, après les 2 enfants? Non, c'était avant. Après la première naissance? Non, c'était avant la première naissance. Déjà enceinte? Oui, d'ailleurs,
J'espère qu'ils n'écoutent pas mes enfants. Vous n'êtes pas sûr qu'ils soient de leur père, c'est ça? Ouais, j'ai un doute, mais j'ai un doute. Oui, j'ai un d'accord. doute, mais en fait, je suis tombée vite enceinte. En fait, je tombe vite enceinte dès que j'arrête la pilule. Et c'est vrai que j'ai eu des relations avec des hommes, et c'est vrai que j'ai un doute. Je pense que c'est vraiment leur père. En tout cas, ma fille, elle a le même nez que son père. Et mon fils aussi, je pense que c'est son père. Mais voilà, à chaque fois... De toute façon, c'est lui qui les a élevés, c'est lui qui considère... Enfin, on va considérer que c'est leur père. On va pas rentrer dans ce... Non, c'est-à-dire que cette nécessité de liberté, nécessité d'aller ailleurs, existe depuis que vous êtes engagé avec votre ex-mari. C'est-à-dire, c'est ça que je voulais savoir, même avant la première grossesse, ou déjà avec la première grossesse, ça veut dire qu'il y a peut-être jeune, aujourd'hui on a parlé d'angoisse, il y a cette angoisse de l'enfermement, de vous sentir enfermé dans une relation. Et la nécessité d'aller ailleurs, ouvrir la porte, ouvrir la fenêtre, pour immédiatement pouvoir sentir que vous êtes libre. Oui. En tout cas, vous vous êtes construite en tant que jeune femme en vous disant il est hors de question que je sois la femme fidèle à mon mari. Et c'est une sorte d'opposition à votre mère. Hein. Oui, voilà, que je sois la femme prisonnière. Voilà, c'est même pas fidèle, c'est la femme de son mari, point. On s'arrête là. Fidèle ou pas fidèle, elle supporte pas d'être engagée, et ça c'est un problème de nombreux auditeurs qui nous écoutent, certainement, c'est-à-dire cette difficulté de s'engager dans une relation et sentir qu'on est aussi libre que si on était seul. Le fait de la contrainte, oui, d'accord, mais en même temps, la contrainte ne vient pas porter atteinte à notre liberté la plus profonde, à notre décision. Oui. Mais moi, je pense, Carole, que vous devriez quand même un petit peu faire le bilan entre... je vais peut-être dire un mot un peu fort, mais le mépris que vous aviez pour votre maman, d'être cette femme prisonnière, et puis en même temps, quand même, l'amour que vous avez eu pour elle, et en quoi elle vous a aidé à être la femme que vous êtes aujourd'hui, vous voyez. Parce que sinon, vous allez rester encore un petit peu englué dans ce rejet de l'image que vous avez, parce qu'elle avait certainement aussi des choses merveilleuses qu'elle vous a apportées, votre maman. Donc essayez de faire, de faire un petit peu la paix avec tout ça. Je pense que ça va vous aider. Ça va vous aider. D'accord. Et une dernière question. En fait, pendant que je vous écoutais, je me disais aussi, être chez moi, enfermée, je ne peux pas. Il faut que je sorte de chez moi. Voilà. Tous les jours. Et j'ai un métier d'itinérante. Oui, vous êtes vraiment en opposition totale de votre mère, et quand on est tellement en opposition, c'est pas mal parfois de remettre un tout petit peu de la balance au milieu. Hein. C'est ça. Vous, Brigitte, sont comme deux perspectives. Vous l'avez situé par rapport à la mère. Et moi, le clinicien, je le soutiens au niveau de l'angoisse. Et Carole est une femme angoissée de l'enfermement, que ce soit l'enfermement dans l'espace ou que ce soit dans l'enfermement dans la relation affective, et la nécessité de sortir à tout prix. De cet enfermement, évidemment. Oui, il y a les deux. Merci beaucoup, Carole. En tout cas, on continue bien sûr après les infos avec le docteur Nazio. La petite devinette du jour, quelle différence entre un moustique et une femme? Comment mieux se connaître, que nous disent de nous nos actes, nos erreurs et nos choix? On en parle aujourd'hui avec le docteur Nazio. Vous avez envie de témoigner? Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Nasio, psychiatre, psychanalyste et auteur de ce livre qui vient de sortir en poche aux éditions Payot, Clara, le bébé qui revient à la vie, dans lequel vous racontez donc 10 histoires de patients avec des explications, comment avec un petit peu d'interrogation, on découvre pourquoi on est angoissé, pourquoi on répète les mêmes erreurs, pourquoi on va mal, pourquoi on est déprimé, enfin bref, tout ce qui fait qu'on est humain, en quelque sorte. C'est ça. Je dis toujours, ces histoires sont les histoires qui parlent de ceux qui souffrent, de ceux qui guérissent, parce que la plupart des histoires terminent bien, il faut le dire. Et bien qui parlent aussi de moi, parce que parfois je parle de moi, je raconte des aspects mais concernant ma vie. Et puis enfin, je dirais que parle de vous, si vous lisez ce livre, puisque parle du lecteur qui lit, parce qu'il va découvrir en le lisant qu'il y a des aspects de sa vie qui sont là présents aussi. Et c'est ce qu'on entend évidemment tous les jours dans cette émission, grâce à vous qui venez nous parler de vous avec une vérité qui me touche toujours beaucoup. Voilà. Alors, la réponse à la devinette. Quel mystère entre un moustique et une femme quelle différence, pardon, entre un moustique et une... Tiens, c'est intéressant mon lapsus. Quelle différence entre un moustique et une femme, docteur Nasio? Vous n'avez pas de réponse? Non. Vous craignez d'en donner une? C'est ça, je vois. Oui, c'est à peu près ça. Le moustique, lui, ne fait chier que l'été, tandis que la femme, c'est toute l'année. Voilà la réponse. Mais ça, il n'y a que des femmes qui peuvent dire ça maintenant. Alors, notre devise du jour, le langage du corps ne ment jamais. Oui, je crois qu'on oublie que dans la communication, c'est pas uniquement les paroles. Il y a énormément de communication non verbale. Absolument. On pense qu'il y a au moins 70% de communication non verbale, et les neurosciences l'ont démontré. Et donc, c'est pas tellement intelligent de trop mentir, parce que quelque part, votre corps vous trahit. Donc, il est plutôt intéressant d'essayer d'être le plus sincère possible. J'y pense à l'inverse. Ça, c'est pour celui qui s'exprime avec son corps. Mais je pense à l'autre, à nous, qui observons. Et je voudrais dire à l'auditeur et à l'auditrice que nous tous, nous sommes des psychologues qui savons observer le langage non verbal. Je veux dire, le langage du corps, nous le savons tous observer. Et souvent, on n'imagine pas que l'autre est un bon psychologue. Et mon idée, c'est que nous tous, nous sommes des très bons psychologues. Et souvent, j'observe la personne qui est en face et je sais quoi lui dire, quoi faire. Je m'adapte à ce que je suppose qu'il vit. Et ça, je le perçois à travers des signes qui apparaissent dans son corps, dans son visage surtout. Nous sommes des très bons physionomistes, tous. On regarde les yeux, la bouche, le nez, les gestes distraits. Il fait des gestes, il ne s'aperçoit pas, et ces gestes sont très parlants, très éloquents. Eh bien voilà, c'était la devise du jour. Et on continue avec Stéphane qui nous a rejoint. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Alors merci de me recevoir. Alors oui, justement, je voulais rebondir sur ce que le docteur venait de dire. Et il est vrai que l'observation de l'autre fait comprendre beaucoup de choses. Moi, je voulais intervenir sur le fait des actes manqués par rapport à un mariage, moi, qui s'est déroulé en Ukraine. Donc j'étais marié avec une Ukrainienne et elle m'a montré un autre visage une fois arrivé en France. Et on n'a pas pu continuer vu que la relation s'est dégradée très très rapidement. Et après j'ai réagi dans le sens où une fois que l'histoire était finie, je me suis rendu compte que oui, j'aurais dû avoir certains signes qui m'auraient pu me faire comprendre cette relation qui était vouée à l'échec.
Voilà, donc je me suis pas suffisamment écouté, je pense. Oui, alors c'est pas un acte manqué, mais c'est inconsciemment un engagement manqué, un engagement manqué. Oui. Parce que les projets, je dis ça toujours, quand on se sépare de son compagnon ou de sa compagne, c'est toujours un projet qui a échoué. C'est un projet manqué. Et là, vous vous êtes engagé, c'est un engagement manqué. Bien sûr, si vous parlez d'ukrainienne, et je pense, parce qu'il y a des personnes qui me parlent, qui sont allées trouver une femme en Ukraine. Est-ce que c'était votre cas d'aller en Ukraine chercher... Oui. C'était pas la priorité. Moi, je suis ouvert à toutes les nationalités. C'était pas le fait d'aller sur un pays slave, je veux dire. C'est parce que j'ai un collègue de travail qui est lui marié avec une Ukrainienne depuis des années. Et c'est vrai que la culture slave m'intéressait depuis bien longtemps. Et donc, je me suis inscrit par rapport à un site internet qui m'a fait échanger avec plusieurs personnes. Et celle-ci en particulier, que j'ai été découvrir, et j'ai fait l'alternance, moi, entre les deux pays pendant 2 ans et demi. Oui, donc vous avez quand même mis 2 ans et demi en relation avec cette femme avant de l'épouser. Complètement, mais non, parce qu'il y a tout le côté administratif qu'il a fallu régler avant qu'elle puisse venir en France. Mais elle a réellement changé du tout au tout par rapport à son comportement. Il y a vraiment eu des choses que j'aurais dû avoir les signes quand nous étions ensemble en Ukraine, sur les moments partagés ensemble, qui auraient dû m'alerter. Mais voilà, pour parler clairement, Stéphane, ce qu'elle voulait, c'était avoir la nationalité française et... Non, non, pas du tout, parce que pour avoir la nationalité française, il faut que le mariage y soit effectif pendant 10 ans. Ah oui, donc voilà. Mais alors, est-ce que elle avait un intérêt à ce que vous l'épousiez, ou est-ce que c'est tout simplement parce que vous n'étiez tout à fait pas du tout compatible et que vous ne l'avez découvert que quand vous êtes mis à vivre ensemble? Oui, je pense que c'est plus sur ce côté-là. D'accord. Voilà. Oui, mais oui. Et donc en fait, si je comprends bien, vous n'aviez pas beaucoup vécu ensemble avant de vous marier? Sur des petites périodes, une semaine, 15 jours, 3 semaines, voilà. Et ça, c'est vrai que vous pouvez pas vous en vouloir tant que ça, parce que malheureusement, Stéphane, tant qu'on n'a pas vraiment un peu vécu ensemble, on peut passer à côté des cartons rouges, comme je les appelle. L'essentiel, oui. Mais on s'est quittés tout en s'aimant. Parce que c'était plus sage pour nous d'arrêter de se détruire dans quelque chose qui n'était pas sain au quotidien, quoi. Voilà, donc. Oui, donc en plus il y avait quand même une vraie attirance sensuelle, sexuelle et amoureuse. Tout se passait bien. Oui, donc. Donc là, je dirais que vous avez vécu quelque chose de fort, mais qui n'était pas possible sur le long terme, à cause de certainement de 2 caractères qui s'affrontent. C'est ça, on était vraiment dans l'affrontement au quotidien, de vouloir imposer certaines choses à l'autre. Pas au niveau sexuel. Au niveau sexuel, ça s'est passé plutôt bien. Oui, je suis très ouvert à ce côté-là, donc j'ai pas de soucis. C'est peut-être votre choix était aussi très animé. Ça devait être une très belle femme, et vous deviez certainement être attiré. Je dirais, attiré par sa beauté, par son charme, par sa séduction. Oui, bien sûr. Aussi, c'est le premier attrait. Je veux dire, le premier attrait, il est quand même physique. Après, on creuse un peu, c'est sûr, sur le caractère, le quotidien. Mais je pense qu'on n'a pas eu assez de temps de découvrir notre quotidien. Voilà, et quand on s'est mis ensemble, ça a déraillé, quoi. Voilà, donc. Il y avait un problème aussi des langues. Non, parce que... Un petit peu au début, mais je parle russe, donc ça c'est assez confortable, le fait d'échanger en russe, quoi. Non, mais je crois que là, j'ai envie de dire, vous avez vécu quelque chose qui a été fort. Faut être un peu indulgent avec vous-même, là. Oui, non, mais je l'ai vécu assez
difficilement au début, mais là, au jour d'aujourd'hui, tout va bien, ça va. Oui, ce qui a été le plus difficile, c'est que vous étiez encore amoureux d'elle quand vous décidez de vous séparer, mais en même temps, ça montre aussi que vous aviez conscience qu'il fallait arrêter une relation qui vous détruisait. Donc, moi, je trouve que tout ça est assez juste quand même. Oui. Cela étant, je pense à nos auditeurs qui nous écoutent, c'est un exemple. Je disais tout à l'heure que nous sommes tous des psychologues, que nous savons déceler dans le visage de l'autre et dans les comportements corporels, comme vous disiez, Brigitte, la personnalité et son tempérament. Et là, Stéphane, vous avez commencé à dire que là, vous n'avez pas su observer suffisamment. C'est très important que votre exemple. Oui, je pense que j'ai eu des alertes, mais alors, est-ce que j'étais dans le déni? C'est peut-être un mot un peu fort, mais je pense que j'étais plus dans la relation amoureuse, voilà. Et séduction aussi, séduction. Oui, beaucoup de séduction aussi. Donc c'est vrai qu'il y a quelques petites choses qui, aujourd'hui, ont fait que j'ai compris pourquoi la relation s'est dégradée, quoi. Oui, mais là où c'est pour ça que je dis qu'il faut être indulgent avec vous-même, parce que de toute façon, si vous ne l'aviez pas épousée, vous auriez pas pu vivre la relation, puisque je suppose. Bon, donc vous l'avez pas épousée par inconscience, vous l'avez épousée pour des raisons matérielles, légales. Enfin, vous voyez. Non, on n'était pas vraiment là-dessus, non. Moi, de mon côté, non, parce que j'estime que quand j'aime une personne, c'est l'aboutissement à un mariage pour vraiment créer quelque chose de... Alors à ce moment-là, la prochaine fois, prenez un peu plus de temps avant d'épouser la prochaine. Hein. Ça y est, c'est déjà fait. C'est-à-dire et ça va là, ce coup-ci. Stéphane a été influencé par son collègue aussi, hein, oui, qui était avec une Ukrainienne et à vos yeux, Stéphane, c'était un couple heureux. Eh oui. Merci en tout cas, Stéphane. Et puis moi, je vous souhaite d'être heureux avec votre deuxième femme. Donc, allez, on fait une petite pause. On retrouve Virginie dans un instant. Manque de sommeil, sommeil fragmenté ou insomnie, nous en parlerons jeudi avec notre invitée Sylvie Royan-Parola, psychiatre. Venez nous dire comment vous dormez. Appelez-nous dès maintenant au 0826 303. Vérifiez conditions au magasin. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Docteur Nazio est toujours avec nous à l'occasion de la sortie de ce livre en poche, Clara, le bébé qui revient à la vie, aux éditions Payot. Virginie, justement, est avec nous. On a beaucoup parlé, vous avez beaucoup parlé de l'angoisse, Docteur Nazio, et je crois que vous êtes quelqu'un de très angoissé, Virginie. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, et puis bonjour Juan David Nazio. Enchantée. Effectivement, oui. Et souvent, j'ai eu beaucoup d'angoisse depuis longtemps et encore maintenant, et voilà, c'est assez compliqué. Donc j'ai vu des psychologues pour ça. Il y a eu des moments où c'était plus difficile que d'autres. Notamment, j'ai eu une dépression et c'est suite à cette dépression surtout en fait que les angoisses sont intensifiées. Voilà. Donc là, au quotidien, ça dépend de où je suis, de comment je gère, mais il y a des situations qui vont me mettre dans des angoisses ou d'autres non. C'est plutôt quand je suis dans ma zone de confort, en fait, où j'en ai pas. Et voilà, là, du coup, je sais plus trop vers quoi partir, quoi faire, parce qu'on est un instrument, en fait, de ces angoisses. Et vous vivez avec qui, Madame Virginie ? Alors, là actuellement je suis chez mes parents parce que je suis en transition. J'ai déménagé pour repartir, pour suivre la personne avec qui je suis en couple. Et là, là c'est compliqué parce que de partir dans une autre ville que je connais pas pour retrouver cette personne, c'est assez compliqué pour moi. Donc là, je travaille sur moi pour arriver à gérer et emménager dans cette autre ville, en fait. Et ce qui vous angoisse, c'est d'aller vivre dans une ville que vous ne connaissez pas, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et puis même de faire, de faire les trajets, tout simplement aussi pour y aller, parce que je connais pas, parce que tout ce qui me sort un peu de ce que je gère. Oui, vous l'avez dit, ma sécurité, votre zone de confort. Ouais, c'est ça. Oui.
souvent, l'angoisse, beaucoup de personnes ne le savent pas. Il n'y a pas que l'angoisse de l'avion ou l'angoisse, par exemple, du train. Ce qu'il y a, c'est l'angoisse du déplacement, c'est-à-dire se déplacer, même parfois en voiture, aller d'un endroit à l'autre, parce que c'est curieux. Mais ça, c'est mes patients qui m'ont appris ça, c'est-à-dire qu'entre un endroit et l'autre, il faut faire le trajet. Et dans le trajet, on se sent exposé. C'est comme si on était préservé lorsqu'il y a des murs autour et nous sommes vraiment protégés par le mur. Tandis que lorsqu'on se déplace, même si c'est un train, eh bien, c'est un déplacement qui fait peur. Parce qu'on se sent exposé, on se sent désarmé. C'est ça. Et moi, c'est la notion d'enfermement aussi. Par exemple, exactement. L'avion, je le prends pas parce que, alors, j'ai pas du tout peur qu'il se crache, bizarrement. Parce que je sais que c'est la plupart des gens ont peur de ça quand ils ont peur de l'avion. Moi, j'ai peur parce que je me dis, je suis enfermée, je suis embarquée dans le truc, je peux pas partir comme je veux quand je veux. Voilà. Le train, c'est pareil. Virginie, beaucoup de gens savent que l'avion fait peur. Il y a 3 raisons. La première, oui, comme vous dites, qui s'écrase, mais ça, c'est les moindres personnes, le moindre pourcentage. Par contre, les plus grands nombres, c'est des personnes qui se sont enfermées dans l'avion et qui ne peuvent pas sortir. Et la 3e type des angoissés devant l'avion, c'est ceux qui vont en avion et qui disent « je ne contrôle pas l'avion ». C'est-à-dire il y a un pilote qui peut lui arriver quelque chose et je ne suis pas là pour contrôler. C'est surtout les personnes qui ont plus d'être angoissées, ont une personnalité contrôleuse, comme je les appelle. C'est-à-dire ils ont besoin de tout contrôler. Et l'angoisse vient lorsqu'ils sont dans une situation où ils ne peuvent pas tout contrôler. Voilà. Alors, c'est important, la situation, normalement, pour l'origine de cette angoisse, souvent, c'est qu'il y a eu une séparation, il y a eu une perte étant jeune, c'est-à-dire la séparation d'un être on était très attachés. C'est entre 0 et 16 ans qu'arrivent la plupart des traumatismes d'abandon ou de séparation. Un grand-père qui disparaît, un père ou une mère. Ça vous parle, ça, Virginie ? Non, parce qu'elles ont commencé avant le décès de mon grand-père et j'avais bien plus de 16 ans. Hein. J'avais 26 ans quand j'ai eu ma dépression. Justement, votre dépression, vous avez souvenir d'un événement qui s'est passé avant votre dépression, qui aurait pu justement réactiver? Elle a été déclenchée, elle a été déclenchée parce que j'étais dans un boulot où je m'ennuyais éperdument et c'est parti comme ça en fait. Parti d'un grand ennui. Voilà. Après, j'ai vécu des choses quand j'étais plus jeune, des choses qui ont été difficiles, mais que j'ai pu travailler avec des psychologues pendant un certain nombre d'années. Alors, est-ce que c'est la résultante de ce truc-là? Mais je pense l'avoir pourtant laissé derrière. Oui, enfin, on sait pas. Hein, on va pas réussir en quelques minutes, mais peut-être, mais peut-être que cet ennui qui a provoqué la dépression, c'était aussi un moment où vous ne trouviez plus de sens à votre existence et qui fait que plus il y a plus d'envie, quoi. Il y a une sorte de. Ouais. Et la question, c'est comment je fais maintenant aujourd'hui, parce que je vous dis, je vois des psys, mais il n'y a rien mais je crois que là, c'est peut-être plutôt un psychiatre qu'il faut voir. Peut-être qu'il faut vous faire aider, je pense, par quelque chose. Par des médicaments. Ce qui n'empêche pas parallèlement la thérapie. Mais je pense que vous auriez déjà besoin peut-être de quelque chose qui vous aide à surmonter toutes ces angoisses, parce que c'est pas vivable. Ouais. Non, c'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien prendre des médicaments et ça va vous aider. Ça va peut-être vous aider aussi à avoir un peu plus clair quand vous continuez vos thérapies.
Oui. Vous prenez des médicaments, Virginie? Non, je prends rien, non. Parce que quand je suis dans mes phases de quand je suis en sécurité entre guillemets, il n'y a que quand je dois prendre un transport, par exemple, en fait, où je vais ressentir vraiment de l'angoisse. Oui, j'entends bien, mais peut-être qu'un petit traitement suivi va vous permettre de sortir un petit peu de votre zone de confort, justement. Oui, tout à fait. Ouais. C'est nécessaire. Il faut savoir. Je sais que les personnes comme vous, Virginie, n'aiment pas trop les médicaments. Non. Bien sûr. Ils n'aiment pas trop. J'en ai pris quand j'étais en dépression, mais ça a été compliqué déjà d'arrêter et surtout de sortir de cette dépression. C'était vraiment une dépression profonde. Donc déjà d'arriver à sortir de ça, ça a été très compliqué. Et voilà, c'est vrai que c'est dur de s'y remettre. Il faut savoir que la dépression, souvent, c'est l'angoisse qui se transforme en tristesse. C'est-à-dire la dépression vient parce que l'angoisse est à la base. Et je pense qu'avant de la dépression, avant l'ennui, comme vous disiez, de votre travail, il y avait déjà une fragilité de la personne que vous étiez, une personne fragile du point de vue de l'angoisse. Vous étiez déjà dans une situation d'angoisse. Oui, je crois, Virginie, qu'il y a certainement beaucoup de tristesse qui remonte dans ce que vous avez dit. Hein. Vous avez évoqué vaguement que dans l'enfance, il y a eu des choses très difficiles, et je pense que c'est cette grande tristesse qui était l'origine de tout ça. Pour l'instant, faites-vous un peu aider par des médicaments, et puis essayez de creuser un peu ça avec quelqu'un de solide qui va vous tenir la main. C'est sûr. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Sexo Conseil du jour. À tout de suite. Vous voulez laisser un message, proposer un sujet qui vous tient à cœur, ajouter un commentaire ou poser une question? Le répondeur de l'émission est là pour vous. Appelez-nous au 0826 330. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Eh bien, docteur Nazi, on va parler de la douleur durant les rapports sexuels. C'est quelque chose qui concerne évidemment beaucoup plus les femmes, même si parfois ça peut arriver à un homme. Beaucoup de femmes, pratiquement toutes d'ailleurs, ont eu mal une fois au moins, par exemple lors d'une pénétration trop rapide, mal préparée. Et ce qu'il faut comprendre, avoir un petit peu mal à un moment, c'est pas très grave. Ce qu'il faut en revanche, dès qu'une douleur se reproduit régulièrement, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, que ce soit une douleur aiguë, profonde, ou une sensation inconfortable, que ce soit des picotements, des envies de se gratter. Alors la douleur, elle peut être due à beaucoup de choses. Hein. C'est pas forcément dû à une infection sexuellement transmissible. Il faut bien rappeler que l'appareil génital féminin est sensible. Hein. Il doit être réceptif, et pour peu qu'il ne soit pas suffisamment dans cette phase de réceptivité, à ce moment-là, il y a une sorte d'effraction. Hein. On sait qu'un vagin un peu trop sec, mal lubrifié, ça peut faire mal. S'il y a une grande lèvre qui se coince, ça peut faire mal. Il y a ce qu'on appelle la fourchette aussi, hein, qui est très fragile. C'est la partie à l'ouverture de la vulve. Et puis, il faut bien savoir qu'une douleur, même si au départ elle n'est pas très très importante, elle va forcément entraîner une plus forte douleur, parce que la crainte d'avoir mal empêche la relaxation, et donc c'est un cercle vicieux qui n'est pas du tout susceptible d'apporter de l'excitation et du désir. Ça peut même finir par provoquer une panne de désir, vraiment. Donc je crois que c'est vraiment important, dès qu'il y a un peu de douleur, d'oser d'ailleurs en prendre conscience soi-même, et puis peut-être d'en parler au partenaire, de manière à trouver un autre moyen de faire l'amour. Et évidemment, quand il y a vaginisme, là il faut absolument aller consulter, parce qu'il y a des solutions qui existent, mais ça passe pas tout seul, le vaginisme. Ça veut dire, le vaginisme, c'est exactement ça, la douleur à la pénétration. C'est même une impossibilité d'être pénétré. Voilà, quand on parle de vaginisme. Qui provoque il faut consulter absolument, et parfois c'est une situation si difficile qu'on est obligé, si on veut avoir des enfants, d'utiliser la procréation médicale assistée. Oui, mais enfin bon, on peut quand même, en général, un vaginisme, on arrive à le soigner, mais ça demande évidemment du travail. Oui.
Alors, le débat du jour, Docteur Nasio, c'est évidemment parce que vous êtes là qu'on a choisi ce débat. Est-ce que nos lapsus sont toujours révélateurs d'un désir? Arnaud est avec nous et il dit oui, les lapsus sont révélateurs de nos désirs. Bonjour Arnaud. Bonjour. Mais nous avons également Frédéric qui n'est pas d'accord. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Juan David. Alors Arnaud, allez-y. C'est toujours celui qui pense que c'est ça, qui a le droit de commencer à parler. Expliquez-nous alors ce que vous avez envie de dire. Oui. Moi, je pense que les lapsus sont révélateurs. Je pense que c'est souvent les lapsus, c'est des choses qu'on peut dire sans conscience, peut-être qui nous échappent dans des moments où on a besoin de parler peut-être un peu vite. Et je crois que c'est intéressant. Et je pense que les lapsus sont révélateurs parce que je crois que c'est des messages de l'inconscient, des messages qui sont un peu profonds. Et je prends pour exemple les tests que faisait Jung sur ses patients où il posait des questions très vite à ses patients et en fait c'est en étudiant ces lapsus qui a permis de révéler quelque chose de plus profond, donc du coup révélateur sur ces désirs, je dirais intrinsèques. D'accord. Et alors Frédéric, qu'est-ce que vous répondez à Arnaud ? Alors, je réponds, ça n'est pas fatalement par rapport à des désirs. Le lapsus est en général sur la vie courante, sur tout plein de choses. Et donc, voilà quoi, c'est pas fatalement sur un côté de désir. Donc après, j'ai un point de vue aussi où je dirais que par rapport à tout ce qui se passe, est-ce que l'on entend sur le niveau scolaire, par exemple, où on veut nous apprendre l'histoire des gens et autres. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas commencer par essayer de comprendre l'inconscient avant la méconnaissance de l'inconscient? Alors, Docteur Nasio, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Arnaud et à Frédéric déjà? Mais que d'une certaine façon, tous les deux ont raison. Si vous me permettez, parce que le lapsus, il y a des lapsus qui ne sont pas du tout significatifs et il ne faut pas s'arrêter, comme tout à l'heure, vous avez fait un lapsus, Brigitte, je n'ai même pas souri, vous avez continué, comme vous avez dit, je fais un lapsus, et vous avez continué. Non, le lapsus, parfois, c'est significatif et parfois non. Ça dépend. De quoi? De la relation que j'ai avec la personne qui commet le lapsus. Et parfois avec soi-même. Si moi, je suis amoureux d'une femme et nous sommes à table et du coup il y a ma mère et j'utilise les mots ma mère au lieu de l'utiliser le lapsus, au lieu d'utiliser le nom de mon épouse, évidemment on pourrait rire, on va rire tous les trois de dire peut-être pas rire d'ailleurs. Hein. Peut-être pas rire. Mais je vais dire, ça dépend. C'est valable la position de Frédéric ou d'Arnaud en fonction du contexte dans lequel se produit les lapsus. Et je suis d'accord avec Frédéric dans le sens il ne faut pas trop s'attarder sur les lapsus. Moi, je ne suis pas trop m'attarder sur le lapsus. Il faut que le lapsus soit vraiment très particulier et que ça nous fasse rire d'abord, parce que le lapsus c'est ça qui est bien. Oui, quand on dit fellation au lieu d'inflation, voilà, c'est ça fait rire à ces moments-là, et que ce soit un contexte. Si vous dites ça en pleine Assemblée nationale, évidemment c'est un lapsus qui va faire rire beaucoup de monde. Mais donc, le lapsus, première condition, il faut qu'il fasse rire, que nous surprenne et que ce soit dans un contexte qui appelle, lui, l'interprétation. Voilà. Alors, vous voulez réagir, Arnaud, Frédéric? Allez-y, hein. Vous êtes toujours là? Non? S'il y a fellation, fatalement, il y a inflation. Oui, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Voilà. Et puis, dorénavant, nous allons d'ailleurs parler des pénis en inflation, et comme ça, ce sera plus clair pour tout le monde. Hein. Non, mais c'est clair, mais après, il est vrai que le lapsus est révélateur quand même, que ce soit sur la vie entière, je pense. Moi, enfin, pour ma position, que ce soit
au niveau du couple, au niveau sexuel, au niveau de tellement de choses. Il est vrai que de toute façon, le lapsus a un côté révélateur. Je comprends. Et révélateur si nous cherchons à le révéler. Et si nous cherchons à révéler parce que nous sommes piqués et par le lapsus. Dans ce cas-là, oui. Mais tout à l'heure, j'insiste, tout à l'heure, Brigitte a fait un lapsus. Moi, je suis resté de marbre. Elle a continué comme si de rien n'était. Je ne l'ai pas arrêté parce que je trouvais que ce n'avait pas de particularité. Mais peut-être parce que j'ai utilisé un mot qui n'avait rien de voir avec le sexe. Si j'avais, je crois que j'ai parlé de mystère, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, et j'ai pas cherché non plus. Mais si j'avais parlé de, je ne sais pas moi, d'orgasme, peut-être que là vous auriez relevé mon lapsus. Très honnêtement. Oui, connaissant Brigitte, elle n'a pas fait sans connaissance. Connaissant, excusez-moi, je ne vous connais pas, mais depuis le temps que j'écoute vos émissions et autres, je sais très bien que voilà quoi. Bref. Bon, on va pas faire un mystère de mon lapsus, non, pas du tout. Excusez-moi. On verra. J'essaierai d'interpréter mes rêves ce soir, demain, et j'essaierai de vous en dire plus. Frédéric, vous voulez ajouter quelque chose? Alors deux choses, je voulais poser une question à Rohan David. Est-ce que la masturbation peut remplacer l'acte sexuel? Non. Plusieurs fois non. Parce que, pourquoi vous dites, bon docteur, pourquoi vous réagissez comme ça? C'est parce que j'ai dans les consultations de nombreux hommes qui se masturbent beaucoup et très fréquemment, parfois une fois par jour ou deux fois par jour, ou tous les 2 jours, enfin, une fréquence importante qui, et c'est ça le problème, qui fait qu'il n'est pas intéressé par l'acte sexuel. Donc le couple, si c'est un couple, il peut me dire, si on parle avec la femme qui ne sait pas qu'il se masturbe beaucoup, il va dire « Non, docteur, Albert ne s'intéresse pas à la sexualité. Vous savez, il est comme ça. Hein. Il y a des êtres qui ne s'intéressent pas à la sexualité. » Et pas du tout. Si elle savait que lui s'intéresse énormément à la sexualité, qu'il voit des films porno, et qui se masturbe presque tous les jours, et que la masturbation quotidienne fait qu'il a peu envie d'aller pénétrer une femme, d'aller faire l'amour avec une femme. Non, donc oui, réponse. Oui, la masturbation assidue souvent remplace et fait plus que se remplacer, c'est-à-dire éloigne de l'acte sexuel. Oui. Le problème, c'est que je suis en couple, mais on a 8000 km de différence. Et bon, quand on se retrouve, je veux dire, avec ma nouvelle partenaire, c'est Buma. Je veux dire, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais on n'a pas il y a beaucoup de choses où il y a des différences. Donc, on a des rapports sexuels. Oui, qui sont très bien quand ça se passe, mais non plus, parce qu'elle a sa vie. Après, en histoire de couple, on est 2, donc chacun a son vécu, chacun a tout ça. Donc et oui, j'ai beaucoup avec ma première partenaire où j'ai vécu 30 ans, où on avait beaucoup de relations sexuelles, au moins pendant 20 ans, j'ai vécu 30 ans avec elle. Pendant 20 ans, on avait au moins un rapport sexuel par jour. Mais quand vous vous retrouvez, donc j'ai bien compris, c'est une relation à distance, donc quand vous êtes à distance, oui, la masturbation peut pallier le manque de sexualité, ça c'est sûr. Mais quand vous vous retrouvez, vous faites l'amour comme vous avez envie, ça se passe bien? Non, parce que comme je vous ai dit, elle a son vécu et son ressenti. Donc elle a un rapport difficile avec la sexualité, visiblement. C'est-à-dire que c'est une personne elle a fréquenté beaucoup de clubs libertins dans sa vie, parce que après elle s'est retrouvée dans sa vie où elle avait besoin de ça et autres. Et alors, qu'est-ce qui l'empêche d'avoir des relations sexuelles avec vous? C'est pas ce qui l'empêche, c'est que
on va dire que c'est une belle personne, je l'aime pour son entité, pas pour son physique. Et alors, il y a des rapports sexuels? Non, non. Oui, mais à ce moment-là, Frédéric, c'est pas une relation réellement de couple. C'est une relation qui est peut-être plus basée sur une sorte d'amitié, donc soyez clairs, pourquoi pas, mais soyez clairs, voyez, comprenez bien que finalement cette relation pour l'instant vous va bien parce que vous avez certainement des tas de choses à échanger avec cette femme, mais c'est pas pour vous, en tout cas c'est pas quelqu'un qui sexuellement vous attire, donc ça parle quand même, ça parle quand même de vous. Et je suis pas sûre quand vous vous masturbez que ce soit à elle que vous pensez justement. Ce serait peut-être ça aussi qu'il faut essayer de comprendre. Enfin, en tout cas, on pourra en parler une autre fois si vous voulez. On fait une petite pause et on va conclure avec Camille qui se trompe de prénom. Est-ce que c'est un lapsus ou pas? On verra ça dans un instant. Vendredi, nous parlerons du divorce avec l'écrivaine Eliette Abécassis à l'occasion de la parution de son roman Divorce à la française. Vous avez vécu un divorce difficile ou douloureux? Venez nous en parler et appelez dès aujourd'hui au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et si vous avez envie de comprendre un peu mieux tout ce qui se passe dans notre monde intérieur, dans notre monde d'humains, je vous invite à vous procurer ce petit livre qui vient de sortir en poche du docteur Nasio, Clara, le bébé qui revient à la vie, où vous racontez 10 histoires de patients et où vous expliquez tout ce dont on parle depuis 14 heures, bien sûr. Alors, je crois, Camille, que vous vous trompez de prénom entre votre fille et votre petite sœur, hein, c'est bien ça? Oui, bonjour. C'est ça. Bonjour Brigitte et bonjour au docteur Nasio. Merci de me prendre sur l'antenne. Mais je vous en prie. Voilà, je suis issue d'une famille de 5 enfants où il y avait 2 filles qui n'étaient pas du tout aimées et 3 garçons qui étaient adorés par ma mère et ses 2 sœurs. Donc j'ai été maltraitée pendant toute mon enfance et ma petite sœur a 10 ans de moins que moi. Elle allait avoir donc la même vie infernale que moi. Je l'ai défendue et je m'en suis beaucoup occupée en la protégeant de notre mère. Et parallèlement à ça, lorsque j'ai accouché de 2 garçons, j'ai eu très peur d'être comme ma mère pour ma fille après. Et du coup, j'ai fait l'inverse. J'ai été très laxiste, mais malgré tout très aimante avec mes enfants. Bon, après ça, ma fille a eu un enfant à 23 ans et dès l'âge de 3 mois, le bébé a été secoué par le père. Donc j'ai énormément protégé ma fille jusqu'au décès de son enfant à 17 mois et sa séparation avec le papa. Et mon problème, c'est que je fais toujours des lapsus en confondant le prénom de ma sœur et le prénom de ma fille, systématiquement. Alors que tout ça, ça s'est passé il y a 50 ans pour ma sœur et 20 ans pour ma fille, quoi. Et je voulais savoir comment remédier à ce problème parce que c'est récurrent. Mmh. Et si je comprends bien, vous avez perdu votre petite fille? Non, je l'ai pas perdue, c'est ma fille qui a perdu son enfant. Bah oui, donc c'est votre petite fille. Ah bah oui, pardon. Oui, c'est ma c'était un garçon. Oui, j'ai perdu mon petit-fils. Votre petit-fils, pardon. Oui, c'est ce qui vous a. C'est pas grave. Pardon. Bah si, c'est grave. C'est quand même assez grave. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose de terriblement récurrent et douloureux dans toute votre famille. Hein. Ah oui. Ça, c'est récurrent, oui. Non, je disais que c'était pas grave que vous confondiez fille et fils, parce que je n'avais rien dit. Sûr, bien sûr. Mais bien sûr que ça a été grave, surtout que ça a duré 1 an et demi, quoi, cette histoire, avec beaucoup de violence pour ma fille. Mais j'étais toujours là, évidemment. Et j'ai eu ma vie, j'ai consacré ma vie une partie de ma vie, donc, à aider ma fille, hein, comme j'ai consacré 10 ans pour aider ma sœur. Oh, peut-être même plus que 10 ans d'ailleurs. Non, mais je crois que là, vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, j'aime bien cette expression, vous êtes englué dans quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous éloigner, tellement c'est encore prégnant, justement.
Oui, mais ce qu'il y a, c'est que quand je parle avec mes frères et ma petite sœur, on repense toujours à comment on a été maltraités, ma sœur et moi, comment ils ont été aimés, mes frères, mais qu'ils en ont énormément souffert. Donc on ressasse toujours les mêmes choses, alors que moi j'aimerais bien plus en entendre parler. Mais malgré tout, j'ai toujours ce problème de faire des lapsus. Oui, c'est-à-dire que je dirais que la protection, le sentiment d'avoir protégé et même les actes d'avoir protégé votre petite sœur, protégé à l'égard de la cruauté de votre mère, eh bien ça a été tellement puissant, tellement fort comme attitude, comme comportement que ça reste encore aujourd'hui. Et cette petite sœur a été vécue par vous comme une fille, tout en étant, vous étiez jeune, mais la protéger comme vous l'avez protégée était si puissant que ça continue aujourd'hui. Malgré tout, vous dites, il faut finir avec cette affaire, mais c'était une affaire vraiment d'avoir protégé autant votre sœur. La situation est une situation anormale, c'est-à-dire votre mère, que vous la sentez comme une mère qui a défendu ses fils contre ses filles. C'est une situation anormale. Ah oui, c'est sûr. Malade, je dirais malade. Ah oui, moi la psychologue m'a dit que ma mère était folle, mais moi je veux bien croire, quoi. Ouais. Malade. Et vous avez été celle qui a su au moins protéger votre sœur, et vous protégez vous aussi de cette maladie de votre mère. Mais ça a été tellement fort que reste inscrit dans notre inconscient. Oui, mais la question qu'il faut se poser, Camille, est-ce que ça dérange votre fille que vous l'appeliez parfois par le prénom de votre sœur? Non, je pense pas que ça la dérange réellement. Disons que quand je m'aperçois, j'ai le prénom de ma sœur, elle sourit et je dis ah pardon, oui c'est vrai, et je me reprends parce que je m'en aperçois. Moi je pense qu'il faudrait que vous discutiez avec elle et de voir est-ce que ça la dérange. Parce que si ça se trouve, ça ne la dérange pas, et peut-être que ça peut vous aider justement à assumer ce lapsus que vous répétez sans cesse et qui finalement peut-être n'est pas grave. Brigitte, c'est pas grave, hein. Peut-être ça la dérange à Camille même, à elle. À moi, oui. À elle, qu'elle se sent dérangée. J'entends bien, mais si ça dérange pas... Elle sent que la vie a changé, qu'elle a sa fille, qu'elle a un petit enfant qui est décédé par problème compliqué, parce que bon, il faut comprendre comment il est décédé. C'est le père qui a visiblement... c'est compliqué. Je ne suis pas si sûr que tout ça soit passé comme ça, mais bon, en tout cas, il a eu un drame. Eh bien, Camille voudrait se débarrasser de son passé qui la tient tellement attachée. Enfin, cette histoire d'avoir défendu sa mère, sa sœur. J'entends bien, mais parfois on s'accroche à quelque chose qui semble être le problème, et qu'une fois qu'on découvre que c'est pas le problème, on lâche. C'est pour ça que je dis, il faudrait déjà voir, quand vous en parlez avec votre fille, qu'est-ce qu'il en ressort? De toute façon, de parler avec votre fille de ce lapsus que vous répétez sans cesse, ça va de toute façon vous faire du bien. Ça c'est sûr que ça va aider, ça va soulager. Et puis après, peut-être que il va falloir, chaque fois que vous faites ce lapsus et que vous n'êtes pas contente de le faire, vous donnez un gage, et puis peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous en débarrasser, mais c'est pas si grave que ça, je pense. C'est surtout ça que je pense qu'il serait bien que vous puissiez assimiler, parce que vous avez fait ce que vous avez pu, et bravo, parce que c'est pas simple quand on a une mère qui est folle. On sait que ça peut faire bien des dégâts, et vous en sortez plutôt bien. Donc, en tout cas, Camille voudrait que sa fille souffre. Il doit souffrir beaucoup, puisque c'est une maman qui a perdu un bébé. Ça, c'est sûr. C'est terrible. Donc, Camille voudrait être une mère pleine pour sa fille.
Et c'est pour ça que ça la gêne, ce passé de sa sœur, qui ne lui laisse pas ses données entièrement à sa fille. Probablement c'est ça qui la gêne le plus. Merci en tout cas Camille, merci beaucoup Docteur Nasio. Je rappelle le titre du livre Clara, le bébé qui revient à la vie, c'est aux éditions Payot en poche. Tout de suite vous allez retrouver Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir, et demain nous serons avec Sylvie Royan-Parola. On va parler du sommeil parce que c'est quand même important, hein. On sait que le sommeil c'est un des éléments qui fait qu'on va bien, et que le manque de sommeil est un problème notamment pour notre santé. Donc avec elle, on verra comment peut-être se débarrasser des problèmes d'insomnie, à quelle heure il faut se coucher, combien d'heures il faut dormir. Enfin, on pourra ensemble peut-être même rêver. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous faites du bien à tellement de personnes, vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est formidable. Il faut que cette émission dure très longtemps. Merci Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai.